Bonjour, une petite vidéo en guise d'introduction au chapitre intégration en classe de terminale S. On va voir dans ce chapitre que cette notion d'intégration est liée en fait à la notion d'aire. Ce que l'on appelle calcul intégral correspond à un calcul d'aire. Alors calcul d'aire, pour des figures particulières telles que celles qui sont à l'écran, carré, rectangle, losange, on a des formules précises, on sait faire. Si la figure est un peu plus complète, on découpe en figures simples et on calcule l'aire en faisant la somme des aires. Si vous avez un disque, on a une formule pour ça. Mais si on a une courbe comme celle-ci, l'aire délimitée par cette courbe, on ne sait pas la calculer a priori. On n'a pas de formule. Mais l'objectif de ce chapitre, ça va être de pouvoir calculer une telle surface. Donc on va s'intéresser principalement à déterminer ce que l'on appelle l'aire sous une courbe. Comme celle-ci, par exemple. L'aire qui est représentée en rouge ici, c'est ce que l'on appelle l'aire sous la courbe, qui représente une fonction f. La droite ici, par exemple, x égale moins 2, celle x égale moins 1, et l'axe des abscisses. Donc c'est cette aire-là que l'on va pouvoir déterminer au cours de ce chapitre. Alors on va s'intéresser au départ à des fonctions continues positives, comme celle qui est représentée ici, et on s'intéresse à l'aire bleue ici, entre les droites x égale a, x égale b et l'axe des abscisses. Et bien cette aire bleue, cette aire sous la courbe, va être définie de la façon suivante. On va dire que c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors, la vidéo ici a pour but d'expliquer pourquoi on a ce symbole intégral sous la forme d'un grand S. Entre A et B, c'est entre les bornes A et B, on se déplace de A jusqu'à B. F de x et dx, on va voir également pourquoi. Alors pour cela, un petit retour en arrière, un petit retour historique sur les mathématiciens qui ont apporté leur pierre à l'édifice de ce calcul intégral. Tout d'abord, le premier à avoir effectué du calcul intégral, c'est Archimède. Il a travaillé en particulier sur les volumes de la sphère et du cylindre, et il a notamment évalué l'aire sous la parabole x au carré, à l'aide de propriétés géométriques. Beaucoup plus tard, c'est Leibniz en fait qui nous apporte ce symbole sous forme de S en fait. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à évaluer l'aire sous la parabole, de la même façon que l'avait fait auparavant Archimède, mais il reprend une idée de Pascal qui est de découper ces domaines en tranches verticales d'une toute petite épaisseur, une épaisseur infinitésimale, qu'il appelle dx. Et donc chaque tranche verticale a pour r en fait dx fois f de x. Et pour avoir l'aire totale, il va faire une somme intégrale de toutes ces tranches verticales. Et donc il écrit ce symbole S comme somme intégrale des f de x dx. Mais comment calculer cette somme intégrale qui comporte une infinité de termes infiniment petits? Eh bien, il remarque que si x augmente d'un accroissement petit dx, alors l'aire va augmenter d'un petit accroissement aussi qui est dA et qui est égal à f de x dx. Et donc que le rapport des accroissements dA sur dx va être égal à f de x. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a un lien qui vient d'être fait entre la notion de dérivée, de dérivation, et la fonction f de x en question. Sa méthode est très puissante, elle est généralisable à d'autres fonctions, mais elle pose une difficulté logique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une quantité infinitésimale? Beaucoup plus tard, Riemann, au fin 19e siècle, va reprendre l'idée de tranche verticale, mais il refuse la notion de quantité infiniment petite. Et donc il va découper ce domaine en un nombre fini de tranches verticales sous forme de rectangle. Alors, il va considérer un rectangle en dessous de la courbe, un rectangle au-dessus pour une même tranche verticale. Et chaque tranche a donc une aire qui est comprise entre ces deux rectangles. Et donc, il va considérer que l'aire du domaine grand A qu'il recherche
elle va être coincée en fait entre les aires de tous les rectangles qui sont en dessous et de tous les rectangles qui sont au-dessous. Donc il va y avoir une histoire de somme de rectangles. Et donc si on fait tendre le n vers l'infini, les deux suites de rectangles vont tendre, elles, vers l'aire du domaine que l'on recherche à calculer. Alors, je vous montre une petite animation avec GeoGebra pour illustrer. Alors, pour reprendre le découpage de Riemann, donc si on a un découpage avec par exemple 6 rectangles, en dessous, 6 rectangles au-dessus, ben voilà, on sait que l'aire du domaine que l'on recherche, elle est coincée entre la somme des 6 rectangles en dessous et des 6 rectangles au-dessus. Et si on augmente le nombre de rectangles, on s'aperçoit aisément que l'aire du domaine recherché, elle va être coincée toujours entre la somme des rectangles qui sont en dessous et au-dessus, mais que plus le n augmente, plus on fait tendre le n vers l'infini, plus finalement on va se rapprocher plus précisément possible de l'aire recherchée. On obtient donc avec cette méthode une valeur rapprochée plus précise de l'aire sous la courbe, et plus n est grand, meilleure sera la précision. Alors cette méthode permet non seulement une justification théorique de la méthode de Leibniz, mais aussi une définition précise de l'aire d'un domaine curviligne. Ainsi, les recherches et les travaux des mathématiciens au cours des siècles ont permis d'aboutir à la notion d'intégrale et cette notion de somme entre a et b d'une fonction f de x et d'utilisation de ce petit dx, lien avec la dérivée. Pour ceux qui poursuivront leurs études post-bac dans le domaine scientifique, ils comprendront beaucoup plus tard aussi cette notion de dérivée liée à l'intégration. Alors, comme on parle d'aire, il faut aussi parler d'unité d'aire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir exprimer, quand on a un polynôme, un polygone, l'aire d'un polygone, on sait l'exprimer soit en centimètres carrés, soit en mètres carrés, etc. Mais ici, suivant les fonctions que l'on va avoir et les graduations sur l'axe des abscisses et des ordonnées, on va définir au préalable ce qu'on appelle une unité d'aire, qui correspond en fait à une unité sur l'axe des abscisses, une unité sur l'axe des ordonnées, pour construire le petit rectangle d'une unité d'aire. Et donc, comme ici par exemple, la figure verte, elle, aura 8 unités d'aire en fonction de l'unité d'aire qui est présente ici. Et donc, pour l'aire sous la courbe que l'on cherche à évaluer, eh bien on va utiliser donc ce qu'on appelle l'intégrale de a à b de f de x et de dx. Ça représente l'aire sous cette courbe en unité d'aire, comme ici. Cette unité d'aire, ce sera celle-ci. Donc, quand on calculera cette aire sous cette courbe, on la donnera en fonction de l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire combien on peut mettre de petits rectangles comme ceci à l'intérieur. Et on aura ainsi évalué l'aire sous cette courbe. Voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura permis de vous faire comprendre pourquoi on a cette notation avec ce symbole intégral, ce grand S, entre a et b de f de x dx, que l'on va utiliser donc tout au cours de ce chapitre. À bientôt.